à partir de 1991, la loi fondamentale devait être le socle de notre démocratie. 10 ans plus tard, beaucoup de nos opposants d'aujourd'hui ont suscité et ont accompagné le général Lansana Conté à tripatouiller cette loi fondamentale de 1991 pour lui octroyer un troisième mandat. Ces mêmes cadres qui ont accompagné Lansana Conté, aujourd'hui, nous disent non, on ne touche pas à une constitution. Je me demande qu'est-ce qui motive les forces vives pour insinuer qu'une constitution peut discriminer un citoyen guinéen. La constitution, le projet de constitution que nous avons, ne dit pas clairement dans son texte Mamadi Doumbouya va être candidat. Ou Paul, ou Pierre, ou Jacques. N'interdit pas à une personne d'être candidate. Comment voulez-vous que dans notre constitution, le texte fondateur de la vie socio-économique de notre pays, qu'on y mette une ligne, une seule, si vous voulez, qui va discriminer un de ses citoyens. Et lequel de ses citoyens? Non. La Constitution, elle est impersonnelle. La Constitution ne s'adresse pas à une personne. Et c'est pour cette raison qu'aucune disposition ne devrait, et heureusement, n'a pu être reconduite ou pas. Et la charte de la transition. La charte de la transition. Vous-même, vous dites transition. Vous voulez qu'on reste dans la transition? Alors, on va changer de sujet, de volet, en parlant à présent donc du procès constitutionnel. C'est l'autre grosse actualité du pays. Récemment, le CNT a remis au général Mamadi Doumbouya le procès constitutionnel. Son contenu est connu, puisque voilà, il a été rendu public via les médias d'État. D'abord, quelle est votre position par rapport à ce texte-là? Comment vous le trouvez, le texte constitutionnel? Écoutez, je voudrais féliciter le président général Mamadi Doumbouya pour ce texte. Parce que... Le félicitez ou vous félicitez le CNT? Non, je le félicite d'abord. Parce que le président du CNT nous a dit et nous a redit que le président de la République ne s'est pas immiscé dans la rédaction de cette constitution. Et cette constitution n'a pas été rédigée comme ça du jour au lendemain. Souvenez-vous qu'il y a eu d'abord des journées de dialogue. Il y a eu des journées de concertation. Toutes les composantes de la vie socio-économique de notre pays ont été consultées. C'est après que le CNT, sous le leadership de Dansa Kourma, s'est retrouvé pour rédiger un avant-projet que tout le monde avait critiqué. Pourquoi avant-projet? Pourquoi pas projet? Parce que les gens ne comprennent même pas. Chacun se fait passer pour un expert en tout. Cet avant-projet, le CNT l'a pris encore. Il est allé faire le tour du pays pour encore dire, voilà c'est de nos concertations premières, voilà ce que nous en avons fait. Qu'est-ce que vous en dites? Ils ont fait le tour du pays. Souvenez-vous, toutes les composantes de la nation ont circulé au palais du peuple. Des gens ont pris la parole, d'aucuns ont écrit des mémos. Moi, personnellement, j'ai écrit des mémos pour dire sur ce point, sur ça, sur ça. Par exemple, moi, dans mon mémo, la question de la durée du mandat. Nous y reviendrons, on parlera de la durée. Puisque vous dites que c'est une avancée significative, en quoi ce projet constitutionnel constitue une avancée? C'est pour vous dire que cette fois-ci, au moins, on a posé la question aux uns aux autres. Même les partis politiques qui aujourd'hui disent qu'ils ont rejeté, ils avaient écrit des mémos. Ils l'ont adressé à Dr Dansa Kourma et au CNT. Mais est-ce que ces moments ont été pris en compte? Non, là aussi, là, non, ça ne veut pas dire... Le fait d'écrire... Vous n'écrivez pas. Il y a eu des milliers de mémos, enfin, disons des centaines de mémos. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit tout prendre. On regarde, et puis le CNT, les membres du CNT, qui sont habilités à le faire, prennent en considération
tout ce qui a été dit et surtout ce qui a été fourni comme contribution pour en tirer une conclusion. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre cette constitution et les autres? Je ne vais pas aller jusqu'en 1958. Mais tout récemment, à partir de 1991, la loi fondamentale devait être le socle de notre démocratie. 10 ans plus tard, beaucoup de nos opposants d'aujourd'hui ont suscité et ont accompagné le général Lansana Conté à tripatouiller cette loi fondamentale de 1991 pour lui octroyer un 3e mandat. Ces mêmes cadres qui ont accompagné Lansana Conté, aujourd'hui, nous disent non, on ne touche pas à une constitution. Est-ce qu'on parlait de limitation de mandat en ce temps? Bien sûr, il y avait une limitation de mandat, mais en 2001, eux, ils ont enlevé ce verrou. Ils ont dit c'est mandat de 7 ans, mais il n'y avait plus de limitation de mandat. Faites allusion à quel leader, à quel opposant, non, par exemple? Tous ces opposants qui sont là aujourd'hui, comptez-les tous. Ils étaient tous là-bas. Mais je ne les en veux pas. C'est pas moi, je ne veux pas dire qu'ils ont commis un crime. Je rappelle les faits. OK? En 2000, lorsque cette constitution de 2001 n'a pas survécu, en 2010, le CNT d'alors nous a donné une autre constitution où il n'y avait pas eu trop de contributions externes. Ils se sont retrouvés entre eux pour nous fournir une constitution qui, en 2020, d'autres aussi, qui sont aujourd'hui à l'ancienne mouvance et qui se constituent en force vive, aujourd'hui, c'est eux qui ont tripoté cette constitution. À la décharge des anciens premiers ministres de Lansana Conté qui l'avaient combattu au moins. Mais aujourd'hui, nous avons une constitution issue de toutes ces concertations. C'est après les concertations, après toutes ces contributions, que l'avant-projet a été validé au niveau du CNT et a été préparé pour que ça soit un projet. Mais le président a dit, attention, faisons relire ça. Le texte que vous produisez là, faisons relire ça par un autre comité indépendant. On a mis en place un comité indépendant où on a pris des personnes de ressources pour dire, il faut relire ça. Ils ont relu. C'est tout ça qui a été condensé pour nous fournir ce projet de nouvelle constitution. Okay. Alors là, vous rappeliez le contexte. Alors, aujourd'hui, il y a des critiques, et parmi les critiques, parce que vous êtes favorable au texte, parmi les critiques, il y a ceux qui ne comprennent pas, disons, cette durée de mandat. On passe, certains vous diront on passe de 5 ans, mais en réalité on passe de 6 ans, puisque la constitution de 2020 parlait de 6 ans comme mandat. Maintenant, c'est 7 ans. En quoi cette durée de 7 ans contribue à la stabilité politique? Bien écoutez. Parce que certains vous diront, parleront de recul, parce que vous disiez en 2021, non? En 2001. Voilà, on a parlé de 7 ans. Oui. Et ça n'a pas marché, non? Oui, parce que pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce que ça, c'est pas le retour à cadre du départ? Mais qui était au gouvernement pour que ça ne marche pas en ce moment? Ce n'est pas Mamadi Doumbouya, Ce n'est pas ces gens-là. C'est ceux qui disent non aujourd'hui. Alors, les 7 ans, nous sommes dans notre pays, la Guinée. Moi, je ne prends pas l'exemple sur les autres pays. Prenons juste l'exemple sur notre pays. Depuis 2010, prenons 2010. Chaque 3 ans, chaque 2 ans, chaque 5 ans, nous devons faire des élections. Ça coûte cher. On est d'accord. Ça coûte cher. Deuxièmement, c'est des sources de tension infinies. À chaque fois qu'il y a des campagnes électorales, nous le savons, on ne peut pas le nier. N'est-ce pas? À chaque fois qu'il y a une campagne, les gens arrêtent de travailler. On ne peut pas le nier. Sur ce point de vue, on économise donc sur une élection au moins dans les 15 ans. En 2 mandats au lieu de 3 mandats. On économise pour l'économie, pour apporter un peu de développement. On économise en tension sociale. Les 5 ans et les 5 ans nous avaient tellement rapprochés que nous, on a fait de la politique du jour au jour. Moi, je vous dirais,
qu'entre 2010 et 2020, je ne me suis pas arrêté. Je n'ai fait que de la politique. Et pourtant, j'étais de l'opposition. Ça veut dire que normalement, on doit s'arrêter. Après un processus électoral, on doit s'arrêter. On s'occupe du travail, chacun va qu'à ses affaires. Et puis lorsqu'il y a un processus, on revient faire de la politique. Ce qui fait que beaucoup de jeunes ici, aujourd'hui, se sont retrouvés au chômage. Et pour dire, qu'est-ce que tu fais? Quel est ton métier? Non, moi je suis un homme politique. Un homme politique, ce n'est pas du métier. Donc les 7 ans-là, c'est vraiment, nous permettront d'avoir une stabilité, mais une économie aussi politique. Et puis, les présidents de la République, dès qu'il est nommé, dès qu'il prend fonction, à 3 ans, il a commencé déjà à faire campagne pour son deuxième mandat. À 3 ans. Il va travailler 1 an, non, 2 ans, parce que la première année, il veut convaincre. 2 ans, il va travailler réellement. Et puis, à partir de la 3e année, il commence à parler déjà de sa réélection. Okay. Donc, pour 7 ans, si nous prenons 2 ans de préparation pour sa réélection, on a au moins 5 ans de travail. Donc, et ça, croyez-moi, moi je me rappelle, à un moment, au sein de l'opposition républicaine, c'était une exigence, c'était une demande. Tous les arguments que je vous apporte là, c'était dans ça. Et c'est pour cela que je trouve paradoxal que des gens qui ont exigé ça à un moment donné, aujourd'hui se retrouvent à dire non, 7 ans c'est trop. Pourquoi? Pourquoi 7 ans c'est trop? Beaucoup de pays l'ont appliqué. On me dit non, la France l'a appliqué, mais il a fait un retrait. Oui, parce qu'après les institutions se sont stabilisées. Peut-être que dans les années à venir, si on se stabilise, après 2, 3, 4, 5 mandats, pourquoi pas, on pourra retourner à 5 ans, peut-être même 4 ans. Alors, l'autre critique aussi formulée contre ce projet constitutionnel, c'est le nombre pléthorique des institutions. Notamment, on a introduit un système bicaméral, un parlement. De l'autre côté, d'un côté, vous avez l'Assemblée nationale, de l'autre, vous avez un Sénat. Quel avantage les citoyens ont à tirer donc, dans l'introduction du Sénat dans le système parlementaire? Bon, écoutez, d'abord, je me réjouis que pour la chambre, la première chambre qu'on appelle le Parlement, l'Assemblée nationale, il y a un passage que les gens n'ont pas bien lu. Je vais dire ce passage. C'est que désormais, la liste nationale qu'on connaît, où c'est le leader qui décide des 2 tiers, c'est-à-dire la liste des 76 sur les 114, c'est le leader qui décide, avec son parti, qui va être député, qui va représenter le peuple. Ce n'est même pas les militants ou les responsables. Beaucoup n'ont pas été députés parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le président d'un parti. OK? On a réduit ça, ce pouvoir-là. Personnellement, c'était l'une de mes demandes. Parce que on connaît comment ça fonctionne dans les partis. Aujourd'hui, la liste nationale proportionnelle, c'est 1 tiers. Ça veut dire que si on se rapporte au nombre qui était là, 114, ce n'est plus les 76, mais plutôt le président du parti et la direction du parti ne décident que sur les 38. OK? Ça diminue un peu le pouvoir d'un seul homme. Deuxième chose, pour la représentativité au niveau de ce Parlement même, les circonscriptions électorales, avant, si vous prenez Kaloum, vous avez à peu près 60 000 électeurs. 60 000 électeurs, un député. Comment ça s'appelle? En 2013, c'était Baïdi. Un seul électeur. Vous prenez Ratoma un seul élu. Un seul élu. Vous prenez Ratoma ou Matoto ou Sigiri, vous avez près de 400 000 personnes qui sont représentées par un élu. C'était injuste, non? Cette constitution a réparé ça. Cette constitution dit désormais, c'est l'équité. La représentativité va être conforme à l'équité et cette loi de circonscription se fera
par une loi organique. Ok. Maintenant, venons au Sénat. Ouais. Le Sénat, combien de fois les Guinéens nous avons demandé à ce que nos sages, nos collectivités, nos représentants des associations, des quartiers, de ceci ou de cela, de jeunesse, de femmes, aient une voix, une place de choix dans notre démocratie. Mais le Sénat est fait pour ça. Le Sénat, un peu, c'est le Parlement des sages. C'est les représentants des collectivités, c'est les représentants des associations, c'est les personnes aux ressources dans notre société, c'est les coordinations, sont toutes ces personnalités de notre pays qui sont représentées dans notre Parlement. Okay. Et ça, pour moi, on ne peut pas trouver à redire. Parce que, aujourd'hui, prenez les coordinations. Les coordinations ne participent presque pas. Parce qu'il faut qu'on les appelle, il faut qu'il y ait des problèmes pour qu'on se rappelle d'eux. Mais aujourd'hui, avec ça, si elles sont représentées là-bas, elles vont participer quand même à la vie démocratique de notre pays. Okay. Les collectivités et tout le monde, pour nous, donc ça c'est un plus. Et encore une fois, c'est un autre élément que dans l'opposition républicaine, j'entendais souvent, pourquoi pas. Et aujourd'hui, c'est un point. J'ai été surpris de voir ce point dans un communiqué de Force Vive qui regroupe tous ces partis politiques pour dire non, finalement, un Sénat c'est trop. Okay. Ce n'est pas trop. Alors, l'autre critique aussi, ou plutôt ça, peut-être ça n'a rien à voir avec la Constitution, mais c'est la création d'une direction chargée des élections en lieu et place de la CENI, d'une commission indépendante. Beaucoup de critiques, les opposants, entre guillemets, ne sont pas du tout d'accord. Bon, aujourd'hui, cette question est réglée. Vous savez... Réglé par le projet constitutionnel. Pour le projet constitutionnel, articles 114 et 75. La création de l'organe technique indépendant de gestion des élections. OK? Donc, si demain, le 21 septembre prochain, ce projet de constitution est adopté, il n'y aura plus de DGE. Il y aura l'organe technique indépendant de gestion des élections. Je l'ai dit, article 174, article 175. C'est régler ce problème. Vous savez, au moment où on rédigeait tout ça, tout le monde, il y a eu tellement de rumeurs. Non, la Constitution va supprimer les partis. Non, la Constitution va donner au MATD toute la gestion. Non, ainsi de suite. Ça n'a pas été. Le pluralisme politique a été maintenu et renforcé d'ailleurs. Et puis, il y a une CENI technique pour parler dans les termes de nos réclamations anciennes. Vous vous souvenez combien de fois nous avons demandé à ce qu'il y ait une CENI technique? Et c'était des réclamations. Des gens sont morts pour ça. Okay. Aujourd'hui, c'est comme si Dansa et ses collègues écoutaient ça. Évidemment, il était parmi nous, dans la société civile, le principal acteur de la société civile de Knox. Et donc, on a cet organe-là. Vous êtes en train de parler, si vous voulez, de la mise en place d'un organe technique pour gérer les élections, le pluralisme politique. Peut-être, vous dites aussi que cette constitution garantit les droits sociaux. Au fait, l'une des innovations de cette constitution, qui malheureusement ne se retrouve même pas dans les réclamations ou dans les raisons de rejet des forces vives, c'est justement sur le secteur social. Cette constitution garantit pour tous les Guinéens de 1 à 17 ans une éducation d'abord obligatoire, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici, c'est-à-dire que tu as ton enfant, tu n'es pas obligé de l'amener à l'école. OK? Tu n'es pas obligé de l'amener à l'école. Aujourd'hui, on te dit c'est obligatoire de l'amener à l'école entre 1 et 17 ans. Après 17 ans, il n'a qu'à sortir, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Sauf que lorsqu'un enfant reste à l'école jusqu'à 17 ans, forcément, il a peut-être déjà son bac. Ou non, s'il n'a pas son bac, il est déjà à l'école professionnelle.
il s'est déjà construit. OK? Ça, c'est une innovation majeure. Il faut que les Guinéens apprennent ça, qu'ils le sachent, que cette nouvelle constitution donne la gratuité de cette scolarité aussi de 1 à 17 ans d'abord. La gratuité. Et puis dans les écoles professionnelles, dans l'enseignement supérieur, tout ce qui est dans les institutions, les écoles et les universités publiques, l'État assurera gratuitement la formation professionnelle et supérieure de ses citoyens. Ça, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté. Lorsque vous cumulez ça à tous les efforts qui sont en train d'être fournis dans la construction de nouvelles classes, dans la construction des écoles professionnelles, dans la construction des universités et le renforcement des universités existantes. Tout récemment, on a ouvert les portes de CPGE, le centre préparatoire aux grandes écoles, là où on sort aujourd'hui des grands ingénieurs. Tout récemment, un premier groupe qui est parti se préparer à Abidjan, j'ai vu ça quelque part, où ils ont été les majeurs de leur promotion pour rentrer dans les écoles polytechniques d'ici et d'ailleurs. C'est une fierté. Et ça, ce sont les produits de cette école. Donc pour nous, ça c'est une avancée. Deuxième avancée, très rapidement, c'est le logement décent. Le logement décent est devenu maintenant un droit constitutionnel. Un droit constitutionnel. Le secteur de la santé. Le secteur de la santé. C'est le premier pays africain. Allez-y consulter toutes les constitutions de l'Afrique. À rendre constitutionnelle la couverture universelle. Mais déjà, le CNRD était déjà en voie de le faire. Parce que vous voyez-vous, les fonctionnaires guinéens, la couverture universelle existe déjà. Nos pensionnés, nos vieux sages à la retraite, avec la Caisse nationale de la sécurité sociale. Non, la Caisse de prévoyance sociale. Ça, vous voyez, ça ne retarde pas. La couverture sanitaire, elle est là. Et puis, au niveau du ministère de la Culture, vous voyez la couverture pour tous les artistes. Et d'ailleurs, je tire mon chapeau pour Moussa Moïse Silla, ministre de la Culture, qui a transformé quand même un ministère que l'on rejetait parfois, que l'on croyait insignifiant, mais qu'il a aujourd'hui transformé en un ministère extrêmement important pour la vie socio-économique de notre pays. Donc, la couverture sanitaire est rendue constitutionnelle dans notre nouvelle constitution. Avant de parler du vote oui ou non, parce que c'est la question que les citoyens vont répondre le 21 septembre, théoriquement, parlons à présent de cette critique des forces vives qui dénonce un texte taillé sur mesure. Les forces vives dénoncent l'absence, la non-reconduction des dispositions contenues dans la charte, qui disait clairement que ni le président de la transition, ni les autres membres du CNRD, ni les autres membres des organes ne seraient candidats à la prochaine présidentielle ou aux prochaines élections. Mais voilà, ces dispositions-là, on ne les retrouve pas dans le projet constitutionnel. Alors, je me demande, qu'est-ce qui motive les forces vives pour insinuer qu'une constitution peut discriminer un citoyen guinéen? La constitution, le projet de constitution que nous avons, ne dit pas clairement dans son texte Mamadi Doumbouya va être candidat, ou Paul, ou Pierre, ou Jacques, n'interdit pas à une personne d'être candidate. Comment voulez-vous que dans notre constitution, le texte fondateur de la vie socio-économique de notre pays, qu'on y mette une ligne, une seule, si vous voulez, qui va discriminer un de ses citoyens? Et lequel de ses citoyens? Non. La Constitution, elle est impersonnelle. La Constitution ne s'adresse pas à une personne. Et c'est pour cette raison qu'aucune disposition ne devrait, et heureusement, n'a pu être reconduite ou pas. Et la charte de la transition. La charte de la transition. Vous-même, vous dites transition. Vous voulez qu'on reste dans la transition?
Non. Au niveau du CNRD, le président de la République, les membres du gouvernement font tout pour qu'on en finisse avec cette période appelée période d'exception. Que l'on revienne, qu'on l'on fasse le retour à l'ordre constitutionnel, qu'on organise des élections et qu'on normalise cette situation. Parce que croyez-moi, le respect des engagements initiaux ou quoi? Écoutez, tous les engagements vont être respectés. Mais encore une fois, les engagements, c'est le contexte. Le contexte. Nous n'avons pas à reconduire une charte, un contenu d'une charte de la transition dans une constitution qui va, nous l'espérons, gérer notre pays pendant plus d'un siècle. Alors, par rapport au vote, parce qu'aujourd'hui, quand on écoute certaines formations politiques, certains acteurs politiques, c'est comme si, voilà, ils rejettent la Constitution. Au cas où ils voteraient non, quelles pourraient être les conséquences? D'abord, je dirais que les gens ne voteront pas non. Mais si c'est le cas, ceux qui appellent à voter non, ou ceux qui appellent à rejeter cette Constitution, c'est quand même paradoxal. Tu veux une chose et son contraire. Tu dis, allons-y au retour à l'ordre constitutionnel, mais tu dis, non, il faut qu'on rejette la Constitution. Imaginez même, je peux blaguer avec, imaginez même qu'on dise, bon, ok, on a rejeté cette Constitution, il faut en refaire une autre. Ça va nous prendre encore 4 ans? Peut-être que c'est ce qu'ils veulent. Non, le président, il veut avancer. Nous voulons avancer. Et croyez-moi, la grande majorité des Guinéens veulent avancer. Nous voulons normaliser cette situation. La situation, elle est normale. Hein? Ah bon? Non, elle est normale, croyez-moi. Mais, comme il faut un texte, une constitution, et puis il faut qu'il y ait des élections, ça, il faut y aller. Il faut y aller. Donc, dire non à cette constitution, c'est de retarder le retour à l'ordre constitutionnel, c'est de dire non à une gratuité de l'éducation pour vos enfants, c'est de dire non à une couverture sanitaire pour vous-même, pour les membres de vos familles, c'est de continuer à instaurer peut-être, à vouloir instaurer du chaos dans notre pays ou de l'instabilité. Non, il y aura plus de chaos dans ce pays, il y aura plus d'instabilité. Allons-y, on va voter oui pour cette constitution et puis on va organiser des élections présidentielles, législatives, communales et on va s'occuper du pays.